Hello Cédric, Bonjour Edouard, tu vas bien? super, Ah ravi ben, d'être là. c'est moi qui te remercie, qui suis ravi. Donc, tu diriges Digitil, Oui, une quoique boîte. diriger, c'est pas le meilleur mot. Ah ouais, on y Je... reviendra parce que je pense qu'on va aborder longuement ce sujet-là si on a le temps. ouais, Mais effectivement, tu gères, tu as lancé une je- boîte qui j'ai s'appelle lancé, je Digitil. pilote, oui, tout à fait, Digitil. Euh, Depuis 2000, lancé en 2015, donc ça fait, l'année prochaine, ça fera 10 ans. et vous êtes une solution qui a plusieurs activités, dont moi qui suis actif dans l'e-commerce, je connais le plus l'activité paiement en ligne, comme le font des Stripe, des Molly, des Adyen. Tout ça, vous avez quand même pas mal d'autres acteurs actifs sur le marché. Oui, c'est Vous un êtes à ma marché en forte concurrence. connaissance le seul belge. Euh, Enfin, Ça dépend si tu considères que Worldline, de ah, par ses origines, est ses peut-être origines, un ouais, peu belge. un peu, Euh, l'était, ça c'est certain. Il y avait du Ingenico, voilà. Ogone, Worldline, mais En tout tout cas, en ça, Belgique francophone, on est les seuls. ouais, Euh, mais c'est un marché mondial. Donc nous, on est concentré sur l'Europe, ça fait déjà beaucoup, mais donc nos concurrents sont tous ceux qui sont actifs en Europe avec ce type de solution. et donc vous encaissez des paiements en ligne, comme ça je pense que tout le monde se rend un petit peu compte de ce que c'est, même si c'est très difficile de comprendre ce qu'il y a derrière. On Euh, expliquera. voilà. Et alors, mais vous avez aussi d'autres piliers dans votre boîte. Ouais. Vous êtes aussi vous. L'objectif pour nous, c'est pas simplement de pouvoir collecter des paiements, c'est de fournir à des solutions, ce qu'on appelle des intégrateurs de logiciels, une solution complète qui va de la présentation d'une facture de manière électronique à l'encaissement et à la réconciliation pour s'assurer que voilà, tout ça a été traité correctement. C'est ça. Et Donc, ce sont ça ces trois piliers, c'est j'envoie ma facture, aujourd'hui ça veut dire PayPal, en tout cas en Belgique, de manière électronique, en machine to machine, donc une machine qui parle à une autre machine sans intervention humaine sur ce flux-là. Et puis ensuite, la facture, il va falloir que le client la voie, oui, qu'éventuellement il l'approuve et qu'éventuellement il la paye. Et ça peut concerner des factures, mais là, cette partie-là peut aussi concerner, comme dans ton cas, des sites e-commerce, des marketplaces, même des choses beaucoup plus inhabituelles comme un restaurant avec un serveur qui vient de présenter un moyen de paiement, avec ton ok. chauffagiste qui va venir chez toi et qui va dire ok, ben voilà, maintenant faire le paiement, avec aussi de plus en plus, on en parlera peut-être, avec des terminaux Oui. Ça, vous où le faites aussi, terminal du post-note point of sale. on fait avec l'acquisition de ARA, justement, ça c'est l'une des synergies qu'on peut avoir Ouais. avec eux. Eux s'occupent de la partie point of sale avec des grands retailers, une expérience qu'on n'avait pas du tout de notre côté et donc qu'on est C'est ça. ravis d'intégrer aussi. Je pense dans vos clients, en tout cas, qui sont publics, qui sont connus, il y a la SWDE, donc quelqu'un qui reçoit sa facture d'eau en Wallonie. Alors, InBeWe, pas la Ah, pardon. SWDE, Ah bah, je me suis trompé. mais c'est pas grave. Et donc, oui, InBeWe, ça c'est un des clients connus, mais vous connaissez sûrement aussi maintenant Vaillant, qui fait du Ouais. chauffage, l'ULB, que je pense qu'on ne doit pas présenter. Non. Et donc, oui, enfin voilà, ça peut être dans plein de secteurs différents. Et donc là, le Oh, client, il a sur sa facture un QR code. il peut avoir un QR code, il peut avoir un bouton de paiement dans son email, ça va dépendre un peu de comment c'est présenté. Le trajet à la base, tel qu'on l'avait prévu, c'était, il faut bien se remettre, il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, il y avait encore énormément de factures papier. Ouais. Et avec ces factures papier, pour nous, c'était un gâchis écologique d'envoyer tout ce papier. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'à partir du papier, on peut facilement mener un paiement? C'est de là qu'on a introduit ces QR codes. J'ai fait la tournée des banques pour leur expliquer, ok, regardez, ce serait quand même bien si dans vos applications mobiles, vous puissiez faire ça. À ce moment-là, il n'y avait personne qui le faisait. Donc, Ouais. c'était vraiment C'est le tout début. Un QR code de paiement pour que j'arrive, je prends ma facture, j'ai mon smartphone, je scanne ce QR code, mon paiement est prêt, je confirme, c'est fait. Au début, c'était ça qu'on pensait. Et puis ensuite, on s'est dit, ce serait bien d'éliminer ce papier, comment est-ce qu'on va faire pour ça, avoir une solution pour présenter les factures. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'une fois que le papier n'est plus là, le QR code, c'est bien, mais un lien de paiement ou un bouton encore de plus paiement efficace. dans l'email, Ouais. c'est encore mieux. Surtout aujourd'hui, on fait tout sur nos téléphones. Ouais. Et donc, quand toi tu reçois ta facture sur ton téléphone, si tu avais un QR code, tu ne sais pas vraiment non. l'utiliser.
Un jeu de miroir peut-être. Oui, oui, oui. Et alors là, les gens ne comprennent pas très bien la différence entre les QR codes, Payconic, un lien de paiement, enfin tout ça, Il y a un gros micmac, mais qui est aussi entretenu par les différents concurrents. Au plus c'est compliqué, au plus on peut le vendre cher. Pourquoi avec mon app de paiement Fortis, je peux pas scanner le QR code de mon bracelet dans certains festivals parce que c'est pas du vrai Payconic ou je sais pas. Enfin, Tout à fait, tout à c'est fait. vraiment. On essaye d'expliquer ça à nos clients. Les QR codes de paiement, il y en a de toutes sortes. Mais en général, on parle de deux types de QR codes. Le premier QR code, c'est le standard européen qu'on a poussé au début et donc qui contient les données complètes, en clair, du paiement à réaliser. Vers quel compte ça doit aller, quelle est la communication, le montant qui va être payé, etc. Tu scannes ça avec une application qui supporte ce QR code, par exemple Belfius ou KBC, et grâce à ça, tu vas pouvoir avoir un bulletin de virement qui va être précomplété avec les informations que la banque vient de lire dans le QR code. Ça fonctionne pour autant que la banque supporte ce type de QR code. Si elle ne le supporte pas, et c'est le cas de, par exemple, l'application Banque Contact Payconic, alors quand tu le scannes, elle te dit gentiment QR code non reconnu. C'est pas une solution de paiement. Voilà, il ne sait pas ce qu'il doit faire avec ce QR code. Et l'un des désavantages aussi liés à ça, c'est que ce standard-là, c'est que le marchand n'a pas une notification immédiate que le paiement a été fait. Ah oui. Le client fait un virement. Ça reste un virement. Voilà, il peut changer les données, il peut faire certaines choses comme ça. Le marchand n'est pas notifié et on veut aussi éviter la fraude. Si moi je mets sur ta facture de la SWD justement un QR code standard EPC mais qui va faire en sorte que l'argent ne va pas arriver sur le compte de la SWD mais sur un autre compte, ton application, elle va toujours l'accepter. Oui. Et ça, on sait qu'il y a des mouchards sur les PC, sur les smartphones, qui détectent que c'est un numéro de compte que tu es en train de mettre dans ton copier-coller, et qui, puisqu'il a détecté que c'est un numéro de compte, le modifie pour changer que ce soit un... Donc ça, c'est tout à fait invisible, puisque cette application malveillante ne fait rien d'autre que ça, et donc on ne la détecte pas qu'on l'a, jusqu'à ce qu'on fasse un gros virement. Dans l'application de ta banque, normalement, tu n'auras pas ça parce que tu n'as pas fait un copier-coller, tu as une image qui a été scannée par l'application, donc tu évites celui-là, mais ça n'empêche pas que quelqu'un ait intercepté ta facture, changé le QR code. Il y a un petit moteur thermique, on va peut-être s'en éloigner plutôt. On va aller par là, je ne sais pas si les gens l'entendent. On est en train de tondre. Et donc ça, tu disais que tu avais fait la tournée des banques et tout ça, mais donc maintenant vous êtes vous-même une banque, vous avez une licence bancaire. Alors on a une licence en tant qu'établissement de paiement. Ah oui. C'est pas tout à fait comme une banque. Okay. La banque, ce qu'elle peut faire en plus de nous, c'est fournir du crédit. Ah oui. Ça on peut pas faire. Bon, en même temps, c'est pas nécessaire pour notre activité, mais voilà. Donc on n'est pas une banque, on a été licence de paiement. Ouais. Et donc toutes ces banques, et je suppose que ça vous impacte beaucoup, mais c'est à votre avantage pour le moment, c'est tout ce monde de l'open banking qui arrive, donc toutes les normes européennes qui obligent les banques à être un peu interopérables. Je pense qu'un Belge à l'heure actuelle peut avoir un compte en Espagne, ils s'en servir au jour le jour en Belgique, et inversement. Surtout en Lituanie en fait. Mais oui. Il n'y a pas trop d'avantages pour l'Espagne, oui. Oui. Donc aujourd'hui, quand on ouvre un compte chez Revolut, on a un compte lituanien. J'ai entendu qu'ils voulaient aussi avoir des numéros en Belgique. Ouais. L'open banking, c'est pas vraiment ça. L'open banking, ça vient plutôt de l'idée que, de nouveau, on se replace au début du 21e siècle. Les banques avaient le monopole de la gestion de l'argent et elles conservaient les données qui étaient liées au statut du compte, aux transactions qu'il y avait sur le compte, à la façon de faire les paiements, etc. Ça, c'était à ce moment-là. Et le régulateur européen s'est dit, mais attention, ça veut dire que si moi, en tant qu'entreprise ou particulier, je veux faire autre chose, je dois avoir ma solution qui discute avec cette banque-là et qui doit trouver un accord spécifique avec cette banque. C'est ça. Et si on se met à l'échelle européenne, il y a 5000 banques et donc c'est impossible pour une solution logicielle de communiquer et d'avoir des accords commerciaux avec 5000 banques pour finalement fournir une solution. On essaie d'avoir un grand marché, le Digital Single Market en Europe, et donc c'était un frein à l'établissement d'un marché comme celui-là. Ouais. Donc qu'est-ce que le régulateur européen a dit ? Il a dit, ok, on va faire une directive pour expliquer qu'il n'y a plus que les banques, enfin, il y a autres entreprises que les banques qui peuvent aussi fournir ce genre de services liés au paiement, à la gestion des comptes, etc. Okay. C'est ce qu'on appelle la PSD, donc Payment Service Directive. Et ça, c'était déjà
avant les années 2010. Mais sans donner d'instructions techniques. Ils disent à tout le monde, il faut avoir des moyens de faire rentrer et sortir de la donnée et C'était s'interopérer. pas encore ça. À ce Ah non? moment-là, c'était simplement, il faut permettre que des acteurs qui veulent traiter des paiements puissent le faire avec une licence. C'était Ok. la première partie. Ensuite est venue la PSD2, 2018. Et là, PSD2, c'était différent. C'était la banque doit effectivement se rendre interopérable avec d'autres acteurs et fournir deux services. Quelles sont les transactions qui se passent sur un compte, Ouais. donc sortir la donnée et permettre d'initier un paiement. Donc faire une opération sur le compte qui est la plus courante, je veux Ouais, payer. ouais. Et à C'est la plus partir de courante, là, mais qui est la seule qui n'est pas rentable pour personne. Il n'y a personne qui gagne de l'argent là-dessus. et d'autant moins que maintenant elle doit fournir des API pour permettre de le faire à d'autres, que d'autres le fassent. Donc Ouais. oui, non, C'est quelque chose qu'on oublie quand même souvent que la banque ne gagne pas d'argent sur la plupart de l'activité qu'on fait au jour le jour de faire des paiements. Alors c'est vrai, mais en même temps, la banque gagne de l'argent sur l'argent qu'on a sur le compte. Oui. Et donc c'est un peu ça qu'on lui reproche parfois. Aujourd'hui, elle a 4% d'intérêt sur tout l'argent qu'on a mis chez elle. Et nous, en tant que clients, on a misérablement 1% qui sort. Ouais, Donc, petit. le fait de pouvoir organiser les paiements a comme corollaire qu'on a de l'argent sur le compte. Voilà. Et si Mais on a de maintenant, l'argent sur le compte, la banque en fait quelque chose. donc on arrive de plus en plus au paiement instantané. Parce Ok. qu'avant, effectivement, quand on recevait un paiement, la banque le gardait pendant encore un jour, 2 jours. Oui, mais c'est pas cet argent-là qu'il faut regarder. C'est l'argent que tu as sur ton compte courant Oui. qui reste là, Ok. sur lequel tu fais pas d'opération, ou sur ton compte d'épargne. C'est tout ça sur lequel ils gagnent 4%. Oh, ok, ouais. Donc c'est pas parce que tu fais un paiement. Au contraire, la banque, si tu pouvais ne pas faire trop d'opérations, mais que tu utilises quand même cette banque-là par défaut pour garder ton argent, elle serait Oui. ravie. Oui, bien sûr. Mais souvent, ça va de pair. Donc, tu vas mettre ton argent là où tu fais tes opérations, et c'est pour ça que c'est un espèce de cost Ouais. of doing business. Elles acceptent de faire les opérations parce qu'elles savent que tu vas C'est mettre ça. ton argent là-bas. Et alors avec PSID 2, Oui. qu'est-ce qui est arrivé d'autre encore que l'interopérabilité? Il y avait aussi tout un certain nombre de règles aussi de sécurisation de paiement, ce qu'on appelle le 3D Secure avec la calculette en Belgique, qui est Oui. devenu un peu plus standard partout, même si ce n'est pas la calculette qui est utilisée dans la plupart des marchés. Oui. Donc, quand on veut rendre quelque chose interopérable comme ça, il faut aussi très fort se soucier de la sécurité et de la solution qu'on met en place. Et en faisant ça, la commission s'est rendue compte qu'il y avait des lacunes. Des lacunes dans la façon dont souvent on faisait des paiements par carte de crédit ou de débit, par Visa et Mastercard, où là, effectivement, souvent, si tu avais une copie ou une photo de la carte, ça te suffisait pour pouvoir commencer à faire des À paiements. l'époque, le bon vieux sabot qui faisait juste une copie carbone, Et qui, l'empreinte de la carte. et qui suffisait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est tant mieux parce que ça rajoute de la sécurité dans les traitements de ces paiements-là. Ça vient quand même rajouter un peu de friction dans l'expérience client. Mais je pense que si on y réfléchit, n'importe qui se dira quand même qu'il préfère que son argent soit Oui. sécurisé, que lui seul puisse avoir accès à sa carte, et que s'il devait partager les données de sa carte, n'importe qui puisse pas se servir dessus. Ça dépend des moments, hein. Donc quand j'achète un PC en ligne, je suis très content que ça soit 100% sécurisé. Puis de temps en temps, quand je veux juste payer mes 4 € de parking, le fait qu'il me demande un 3D Secure sur une nouvelle app, j'ai pas mon lecteur avec moi. Mais ça, c'est probablement parce qu'il est mal configuré. Oui, parce que normalement, c'est débrayable en fonction de Voilà, du si montant. la personne paye en Belgique avec une IP belge et quelqu'un de connu, un montant raisonnable. Oui, l'IP belge, ça fait pas partie des règles. Ok. Mais les règles sont sur le montant, sur le taux de fraude de l'opérateur de paiement. Et il y a certains secteurs, comme par exemple le parking, où c'est très clairement dit que c'est pas demandé. Comme les autoroutes, les Ou les autoroutes à péages sur péage, autoroute. on passe instantanément et la vérification se fait après, parce qu'ils considèrent que vérifier a priori n'est pas nécessaire. C'est écrit dans la règle au niveau Ouais. européen que ça n'est pas nécessaire dans ce cadre d'application. Si on devait imaginer que quand on sort d'un parking, on met sa carte dedans et puis on prend son téléphone pour faire son 3D Secure, il y aurait des files interminables dans ces parkings. Voilà. Donc ils ont quand même resté assez pragmatiques dans l'établissement de ces règles. Voilà. On adore les standards européens. Et voilà, on trouve que c'est logique. On comprend pourquoi ça se passe comme ça. Un nouveau qui arrive, là, 1er janvier 2026, c'est PayPal obligatoire pour toutes les factures B2B. Ouais. Et là, PayPal, c'est un
tout le monde n'arrive pas bien à comprendre. C'est un portail, c'est Hmm, un moyen, c'est C'est un un réseau. protocole, c'est un. Ouais. C'est un réseau. Un réseau distribué. Donc, en fait, c'est comme Internet ou comme le mail ou comme le téléphone. Enfin, c'est la même chose. Donc, quand on est sur un réseau, on a des adresses. Notre adresse sur PayPal, c'est un identifiant. En Belgique, il est composé du numéro de TVA ou du numéro d'entreprise. Ouais. Donc, il y a un identifiant. Ouais. Et puis, il y a un annuaire. Même chose. Il y a Ouais. un annuaire pour savoir, OK, ben, Edouard, avec son numéro d'entreprise, eh bien, est-ce qu'il est sur PayPal ou pas? Et quels sont les types de documents que Edouard supporte et peut recevoir. Donc, tout ça, c'est écrit dans l'annuaire. Ok. Et puis, ben, c'est un moyen d'échanger ces documents. Donc, on va avoir un service qu'on appelle un access point qui va permettre d'envoyer un document sur le réseau vers le destinataire. Et de l'autre côté, ben, il y a un autre access point qui va recevoir ce document pour le traiter. Tout ça, c'est un peu, ça paraît un peu théorique, Ouais. voilà. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on envoie des factures, souvent, en fait, on envoie un mail avec un PDF en attachment. Ouais. Voilà. Eh ben, ça, on peut oublier. Ça va être fini. Ouf. Enfin, ouf, je sais pas, parce que Ben, ça va faire un gros changement. Oui. Et donc, qu'est-ce qui va venir à la place de ça? Il va y avoir des solutions, on utilise probablement déjà une solution de facturation en ligne, un ERP, une solution comptable qui prépare les factures. Eh ben là, plutôt que de l'envoyer par email, elle va partir par PayPal. donc c'est bien la solution de facturation qui doit être compatible PayPal, Ouais. pas la solution de comptabilité finalement. La solution de comptabilité, elle peut être liée à ça parce que derrière, elle va recevoir des documents Ça structurés. évite de faire un OCR de ces factures. Voilà, Ouais. c'est plus nécessaire. Il y a même en fait plus de PDF. On va expliquer. Donc le document part en XML vers le destinataire. Le destinataire le reçoit. Il est normalement traité automatiquement, comme tu dis, pas d'OCR, pas d'erreur dans le traitement parce que tout est déjà structuré. Et puis de là, tu vas pouvoir accepter, refuser la facture, la payer, etc. à partir de la solution dans laquelle tu l'as reçue. Et puis normalement, tu vas transmettre ça à ton comptable qui lui alors aussi va recevoir ce document structuré, va pouvoir l'imputer plus efficacement et donc réduire aussi le temps de traitement Ouais. et les frais du comptable. C'est ça. Et évidemment, les gouvernements auront accès à tout ça et donc eux aussi auront une visibilité claire sur les activités de tout le monde. Ce qui, Si on n'a rien à cacher, pourquoi pas. voilà. Mais ça n'est pas dans la première phase. Donc le Ok. 1er janvier 2026, ce qui va être obligatoire, c'est que toutes les entreprises assujetties à la TVA en Belgique, qui veulent envoyer une facture à une autre entreprise assujettie à la TVA en Belgique, devront le faire par PayPal. Il y a une autre voie, mais enfin elle est anecdotique. Envoyer et recevoir. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'équiper et trouver une solution qui Sur permet nos de faire ça. factures. Toi et moi, on a probablement déjà une solution qu'on utilise pour faire notre facturation Ah ben non, électronique. moi, c'est une solution américaine, donc à mon avis, je crois pas qu'ils vont y passer. Donc non, je crois que je vais devoir changer. Tu vas devoir changer. Enfin oui, donc j'ai une solution, mais qui ne parle pas de ça. Non, bah alors voilà, il y a finalement 4 cas pour ça. Le premier, c'est tu n'utilises pas de solution, parce que tu fais tes factures en Word, Excel. Ok. Voilà, là c'est De- fini, doit y tu vas avoir- devoir Ouais. prendre un outil. La deuxième, c'est tu utilises déjà un outil, comme ton outil américain, qui ne connaît pas PayPal. Mais tu peux quand même leur poser la question. Est-ce que vous allez supporter PayPal? Est-ce que vous savez que ça existe, etc. Ça t'évitera de changer au Ouais. besoin. S'ils ne connaissent pas PayPal, s'ils ne sont pas prêts, bah, tu peux les envoyer chez nous, on leur expliquera. Donc ça, Bonne c'est- chose. Voilà. Et donc à ce moment-là, on espère qu'ils seront prêts à temps. Mais si par contre ils ne sont pas prêts, tu vas devoir changer d'outil. Ouais. Comme tu dis, ça c'est Ouais. une possibilité. Ok. Et la dernière option, c'est certaines entreprises un peu plus grandes, elles ont leur propre outil. Oui. Et donc là aussi, ce sont ces entreprises-là qui doivent elles-mêmes alors modifier leur outil pour supporter PayPal. Ok. Et là aussi, on peut les aider à être compatibles. Voilà, parce que eux, c'est pas eux-mêmes qui sont portail d'entrée dans PayPal. Enfin, je sais pas, j'imagine. Access Point. Access Point, IBM Belgique ne sera pas Access Point, mais IBM Belgique pourra travailler avec un Access Point partenaire Ouais. pour envoyer ses factures. Ok, très bien. Il y a d'autres solutions qui font partie de ce package Open Banking et qu'on ne connaît pas très bien en tant que citoyen. Et Ouais. qui... Ce que nous, on essaye de pousser et ce que permet l'open banking, c'est en fait de faire ce qu'on appelle de l'embedded finance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu penses à quand est-ce que c'est utile de savoir quel est le solde de ton compte, de faire un paiement, d'avoir une vue sur toutes tes transactions, si possible même en temps réel, ben, tout ça en fait,
tu as plein d'outils qui seraient améliorés s'ils avaient accès à ça. C'est ça. Donc tu ne seras plus obligé d'utiliser ton application de ta banque pour gérer ton compte en banque. Voilà, c'est ça. Et donc, dans ton application, par exemple, aussi, on parlait de la solution de réception des factures. Eh bien, tu vas avoir dans le message qui t'arrive quelque chose qui te dit, ben, pour pouvoir payer ton fournisseur, tu dois l'envoyer sur tel compte, avec telle communication, tel montant. C'est ton application qui va alors pouvoir initier ce paiement en communiquant avec ta banque. Tu vas te retrouver alors en disant, quand tu vas cliquer sur payer, tu vas te retrouver dans le portail de ta banque Ouais, à confirmer un paiement. c'est ça. Et donc ça, c'est un exemple oui, d'initiation de Ok. paiement. Quand tu vas après pouvoir dire, est-ce que tu es de l'autre côté, tu as envoyé ta facture, tu veux savoir si tu as été payé, ben, tu pourras alors avoir en temps réel la réconciliation des opérations sur ton compte pour savoir si ton client t'a payé. Et tout ça intégré dans ton outil. C'est vraiment ça l'objectif, c'est faire en sorte que toutes tes applications normales au day-to-day de ta banque puissent être externalisées, réalisées dans un autre outil. C'est pour ça qu'on parle d'open banking, open Ok. finance et embedded parce que c'est embeddé dans tes propres outils. Dans tes outils. Ok, génial. Voilà. Et donc nous, ce qu'on fournit par rapport à ça, ben, ce sont toutes les API qui permettent d'intégrer ça dans les outils. Donc nos clients, ce ne sont pas les entreprises comme toi en tant qu'indépendant, ou voilà, c'est plutôt Et- pour les fournisseurs de logiciels, Pour les fournisseurs de services, de paiement ou de solutions autour du... de comptabilité, de gestion de facturation, de RP, etc., qui veulent embarquer ça dans leur logiciel. Ok. Voilà. Donc c'est ça que nous on fait. Voilà. Et puis il y a une autre spécificité à ta boîte qui est dans ton nom, Digitil, pour Ouais. TIL, pour le TIL IT, Till la management. gestion Ouais, Opal. ouais. Est-ce que tu sais nous en dire un mot? Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Et là, toi, tu l'as mis dans ton ADN au point de le mettre dans le nom de ta boîte. Oui, dès le début. La gestion, donc le Till management, ou comme tu dis, Opal en français, c'est un principe de gestion qui veut que, en fait, on s'organise sur base de quelques principes. Et l'un de ces principes-là, c'est le self-management. Donc ça veut dire que dans une société, si tu as une idée et que tu veux améliorer quelque chose, et que tu es Bas dans dans la hiérarchie, en fait, tu vas en parler à on dit N+1, ton manager, ton supérieur, Ouais. etc., qui va peut-être se dire, ah, c'est une bonne idée, je vais en parler moi-même à mon N+1. Et puis finalement, la décision va se prendre, tu ne sais pas très bien à quel niveau, mais finalement, il va y avoir une décision de, ok, on va le faire. La personne qui aura pris la décision ne connaît pas très bien le problème, c'est parce que c'est toi qui l'expérimente tous les jours et qui voit qu'il y a quelque chose à améliorer, mais donc on ne sait pas très bien pourquoi la décision est prise à ce niveau-là. Et puis finalement, ça va redescendre comme une cascade pour dire, ah ben tiens, voilà, du coup, il va falloir faire ça et ça et organiser tout ça. Le self-management, l'idée c'est quoi? C'est que toi, tu rencontres le problème, tu as une idée pour la solution, Ouais. tu vas prendre les avis de ceux qui sont impactés par la solution que tu veux mettre en œuvre, et puis tu vas décider Ah oui. toi-même de le mettre en Ce œuvre. qui va un peu plus loin que le Kaizen chez Toyota, où la soumission d'idées était très fortement encouragée, ouais. Ouais. Mais pas jusqu'à la prise de décision. Ici, c'est la prise de décision et la responsabilité derrière de l'exécution est prise par celui qui prend cette décision. Ok. Donc ça, c'est le premier principe. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on puisse se faire confiance. Ouais. Et que tout le monde dans la société comprenne quels sont les rôles et responsabilités de chacun pour savoir à qui s'adresser, où aller chercher le conseil et pour que ça fonctionne harmonieusement. Donc, confiance. Et puis, un autre élément, c'est il faut la transparence. Parce que si tu ne sais pas comment fonctionne la boîte, quels sont les tenants et aboutissants, comment ça se passe d'un point de vue financier, les objectifs, etc., comment est-ce que tu vas pouvoir savoir que tu prends la bonne décision? Oui. Donc tu dois avoir l'info. Et cette info, donc, elle implique que l'ensemble des collaborateurs ont un accès transparent à l'information de toute l'entreprise. Et la comprennent, parce que tout le monde n'a pas non plus un esprit d'entrepreneur. Ils ne doivent pas nécessairement la comprendre, mais s'ils ne la comprennent pas, au moins ils y ont accès, ils peuvent s'y intéresser et ils savent quelles sont les personnes qui sont responsables des aspects qu'éventuellement ils ne comprennent pas. Oui. Okay. Si moi je dois prendre une décision sur le marketing, je ne suis pas la meilleure personne pour prendre ces décisions. Je vais demander aux gens de marketing et voir, ok, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là si on faisait ça? Je ne suis pas non plus celui qui va s'occuper des finances. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe des finances. Je vais demander son avis. Okay. Donc je ne dois pas tout savoir, mais j'ai accès à toute l'information si je veux me renseigner plus loin. Donc
autonomiser les gens, Autonomiser. autonomiser les gens Ouais. pour une amélioration continue, Ouais. de la confiance par la transparence, C'est ça. et c'est ça les piliers. Ouais. C'est tout à fait. Donc c'est pas très compliqué. Et après y avoir goûté, c'est difficilement faire sans. Ok. Et donc on est toujours très surpris quand on rentre dans une société ou quand on va voir des clients et qui nous disent ah oui mais ça je dois en parler à mon manager, je sais Oui. pas décider moi-même, et qu'on les voit frustrés par ça. Nous ça nous est étranger tout ça. Ouais, je Enfin, en tout comprends. cas on essaye. Ok. Mais c'est jamais vraiment gagné. Il y a toujours une nouvelle personne qui rentre auquel il faut s'habituer à fonctionner de cette manière-là. Et Des informations où si on les communique, on crée plus de troubles que de clairvoyance. ça Enfin, arrive, ça arrive. Parfois, tu vas avoir de la peur liée à ah mais tiens, ok, mais là je vois les chiffres, ils sont pas bons. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, ok. Bah, il faut voir le contexte, il faut voir comment est-ce qu'on peut ensemble arriver à une solution. Mais c'est toujours intéressant d'être, enfin en tout cas je trouve, transparent. Euh, Si on ne le fait pas, ça finit quand même par se savoir. Oui, ah oui, oui, ouais. Et c'est beaucoup plus pénible à gérer quand on ne peut pas parler des vrais chiffres, de montrer et d'expliquer alors vraiment comment ça se passe. Ok. Tout le monde grandit en fait en team management, c'est ça aussi qu'on essaie de faire. Ouais, j'imagine. Ah bah, un tout grand merci. Si les gens veulent te communiquer avec toi, en savoir plus sur ton activité, où est-ce qu'ils Ouais. te retrouvent? Je suis sur LinkedIn évidemment, ils peuvent aller sur notre site oe.gtil.eu et on sera ravis de répondre à toutes questions sur l'open banking, les paiements, la facturation électronique, le till management, enfin tous ces sujets nous tiennent Tous à ces cœur. sujets. Ok. Eh ben, un tout grand merci à toi. Avec plaisir. Merci.